Chères dames et messieurs, que feriez-vous si, lors d'une fête glamour entourée de toasts et de lumières éblouissantes, le beau-frère que vous avez toujours toléré avec indifférence vous versait un verre entier de vin rouge sur la tête devant vos beaux-parents hilars? Il vous a humilié, affirmant que votre simple existence était une offense à la vue qui freinait sa réussite. Dans ce moment d'humiliation ultime, pleureriez-vous? Fuiriez-vous? Ou feriez-vous quelque chose que personne ne pourrait jamais prévoir? J'ai choisi la troisième option. Au milieu de leurs rires odieux, j'ai froidement pris mon téléphone et passé un seul appel, licenciant immédiatement mon nouveau directeur exécutif. La famille de mon mari s'est figée, puis a éclaté d'un rire encore plus fort. Ils ont dit que j'avais perdu la raison sous l'effet de la frustration pure. Mon mari est devenu pâle, me suppliant de ne pas me ridiculiser. Mais ils ignoraient que ce n'était pas une folle illusion. C'était un ordre direct, et dès le lendemain matin, les sourires sur leur visage disparaîtraient complètement, remplacés par une terreur pure qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. Une musique de jazz douce, le tintement de verre en cristal et un bavardage animé remplissaient le luxueux domaine suburbain de mes beaux-parents. Aujourd'hui était un jour spécial. Un jour où toute notre famille organisait une immense fête pour célébrer la promotion de Carter, mon précieux beau-frère, au poste de directeur des ventes dans un gigantesque conglomérat. Carter était la fierté et la joie, le fils brillant de cette famille. Il était jeune, beau et avait la parole facile. Et maintenant, à 28 ans, il occupait un poste dont d'innombrables personnes ne pouvaient que rêver. Ma belle-mère, Margaret, était visiblement extatique aujourd'hui. Portant une robe de soirée de créateur couleur cramoisie, elle circulait en saluant tout le monde, exhibant son fils brillant avec une fierté non dissimulée. Mon mari, Harrison, était également ravi pour son jeune frère. Il se tenait à côté de Carter, lui tapotant l'épaule et lui offrant ses félicitations. Il ressemblait exactement à l'image parfaite d'une famille américaine réussie. Quant à moi, qui étais-je dans ce tableau sans faille? J'étais la femme d'Eleanor Harrison, la belle-sœur de Carter. Mais aux yeux de la famille de mon mari, je n'étais qu'une ombre fade, une fausse note dans leur symphonie de succès. Harrison et moi sommes tombés amoureux à l'université et avons décidé de nous marier. Mais notre mariage n'a jamais été approuvé par ma belle-mère dès le début. À ses yeux, je n'étais pas du bon côté de la barrière. Ma famille était juste un foyer ordinaire de la classe ouvrière d'une petite ville du Midwest, tandis que sa famille était de l'ancienne richesse avec des enfants réussis. Elle a toujours supposé que j'étais une chercheuse d'or qui avait utilisé un tour bon marché pour séduire son fils. Au cours de mes 5 années en tant que belle-fille, j'ai fait de mon mieux pour remplir mes devoirs, endurant tous ces examens et critiques, espérant simplement qu'un jour elle pourrait m'accepter. J'étais juste une simple employée de bureau avec un salaire minimum, complètement inférieur à Harrison, un directeur régional, et surtout à Carter. À cause de cela, je n'avais aucune voix dans cette maison. Lors de la fête d'aujourd'hui, je ressemblais plus à une femme de ménage engagée qu'à un membre de la famille. Je me déplaçais tranquillement dans la cuisine, aidant à nettoyer et à servir la nourriture. Occasionnellement, en passant devant le salon, j'entendais ma belle-mère louer Carter jusqu'au ciel. Voyez, mon Carter est tout simplement brillant. Seulement 28 ans et déjà directeur chez Sterling Enterprises, l'une des plus grandes entreprises du Fortune 500 du pays. Son salaire annuel est dans les 6 chiffres, plus des options d'action substantielles. Puis elle jetait un regard dans ma direction, lâchant une remarque lourdement implicite. Un fils réussi apporte des bénédictions à la maison, contrairement à certaines femmes trop complaisantes, sans ambition, et qui ne servent que de fardeau pour leur mari. J'entendais tout, et mon cœur souffrait. Mais j'étais bien trop habitué à ce sarcasme. Je gardais simplement la tête baissée et marchais rapidement vers la cuisine, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Lorsque la fête atteignit son apogée, Carter, légèrement ivre à cause des boissons et encouragé par la foule, monta sur le podium. Tenant un verre de vin rouge, il avait l'air incroyablement triomphant. Il parla de ses efforts personnels, de son avenir brillant.
Et n'oublia pas de remercier sa mère de toujours avoir cru en lui. Après le discours, la salle éclata en applaudissements. Carter descendit, circulant pour recevoir les félicitations. En passant près de moi, qui portait un plateau de fruits, il s'arrêta soudainement. Il me regarda de haut en bas avec des yeux méprisants et ricana. « Eh bien, belle sœur, pourquoi ne viens-tu pas porter un toast à mon succès ?» Je bafouillai, « Oh, félicitations, Carter. Je te souhaite encore plus de succès. » Je parlais d'une toute petite voix. Juste une félicitation. Il rit bruyamment. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Belle sœur. Pourquoi ne bois-tu pas ce verre entier avec moi? Il me mit un verre de vin rouge devant le visage. Je fis rapidement non de la main, non, je ne bois pas d'alcool, Carter. Tu ne bois pas ou tu ne me respectes tout simplement pas. Sa voix devint soudainement dure. Où penses-tu qu'un directeur comme moi n'est pas digne de partager un verre avec toi? Tous les regards se tournèrent vers nous. Ma belle-mère, debout à proximité, non seulement n'intervint pas mais se joignit activement. Il t'a offert? Bois juste un verre avec ton beau-frère. Pourquoi es-tu si rigide en tant que belle-sœur? Acculé, je pris à contre-cœur le verre de vin. Mais avant que je ne puisse le porter à mes lèvres, Carter le reprit. Il me regarda, un sourire vicieux apparaissant sur ses lèvres. Si tu ne sais pas boire, tant pis. Laisse-moi t'aider à en profiter d'une autre façon. Sur ce, il inclina le verre et versa nonchalamment tout le contenu de vin rouge directement sur ma tête. Le vin glacé coula de mes cheveux sur mon visage et mon cou, trempant complètement la robe cocktail en soie blanche sur mesure que j'avais préparée avec tant d'effort pour l'événement d'aujourd'hui. Toute la salle se figea pendant une fraction de seconde. Puis quelques gloussements commencèrent à résonner. Je restai planté là, tout mon corps tremblant de froid et d'humiliation. « Carter, qu'est-ce que tu fais ?» Mon mari se précipita, mais osa seulement poser une faible question. Carter repoussa le bras de son frère aîné, pointant directement mon visage. Parlant fort pour que tout le monde entende. « Quelqu'un comme toi ne mérite pas de s'asseoir à la même table que cette famille. Regarde-toi. Si. Vulgaire et pathétique. Ta simple existence blesse mes yeux et ruine l'image d'un nouveau directeur. Comme moi. Si tu sais ce qui est bon pour toi, fais tes valises et sors de cette maison. » Ces mots furent comme un couteau planté directement dans mon cœur. Et puis toute la famille de mon mari, les parents, tout le monde éclata de rire. Ils riaient de ma douleur, de mon humiliation. Ma belle-mère hocha la tête, l'air extrêmement satisfaite. Même mon mari se contenta de rester là, impuissant, regardant sa femme être dégradée sans oser faire quoi que ce soit. Des larmes menaçaient de couler de mes yeux. Mais non, je ne pleurais pas. Je relevai la tête, regardant directement le visage de Carter. Puis balayant du regard ses visages moqueurs. Mes yeux ne contenaient plus de peur, seulement une froideur terrifiante. Je sortis lentement mon smartphone de ma poche. Au milieu de ce rire bruyant, je composai calmement un numéro. « Arthur, c'est moi. » Les gens parurent surpris et le rire diminua légèrement. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Licencie immédiatement le nouveau directeur des ventes nommé Carter Vance. Le silence enveloppa la salle. Puis, comme un effet domino, tout le monde éclata de rire à nouveau. Cette fois encore plus fort et plus frénétique. Elle a perdu la tête. Le choc l'a rendue folle, dit ma belle-mère en riant. Carter rit jusqu'à en avoir des larmes qui coulaient sur son visage. Belle sœur. Tu es une sacrée actrice. Qui penses-tu être? La présidente du conseil d'administration? Mon mari devint pâle et me prit rapidement mon téléphone. Éléanore, es-tu folle? Qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi auprès de Carter tout de suite. Je ne dis rien, repris simplement mon téléphone. Me retourner et monter directement à l'étage dans ma chambre. Laissant derrière moi les rires moqueurs et le chaos absolu. Mais je savais qu'il ne rirait plus très longtemps. La porte de la chambre claqua, me séparant du monde bruyant et hypocrite extérieur.
Leurs ricanements et railleries résonnaient encore, mais je n'en avais plus rien à faire. Je me tins devant le miroir, regardant la femme qui s'y reflétait. Mes cheveux trempés de vin laissaient tomber des gouttes rouges foncées sur la soie blanche ruinée. Mon visage était pâle, mais mes yeux flamboyaient. Un feu de ressentiment et de détermination n'avait jamais brûlé aussi férocement. 5 ans. Pendant 5 ans, j'avais enduré, toléré, joué le rôle d'une belle fille douce et d'une épouse soumise. J'avais abandonné mon vrai moi, abandonné mon pouvoir et mon statut. Juste en échange d'une vie normale, d'un amour que je croyais sincère par erreur. Mais qu'avais-je obtenu en retour? Du mépris, du dédain et ce verre de vin humiliant d'aujourd'hui. Assez. Mon endurance avait atteint sa limite absolue. Il était temps de baisser le rideau sur cette comédie. Je marchai calmement vers la salle de bain. Ouvris la douche et lavai l'odeur du vin et l'humiliation de mon corps. Quand je sortis, j'enfilai un simple pyjama. Je m'assis sur le lit et pris mon téléphone. L'écran brillait encore. L'appel avec Arthur n'avait pas pris fin. Je portais le téléphone à mon oreille. Ma voix ne tremblait pas d'un seul iota, seulement sa froideur et son autorité inhérente. « Arthur, as-tu entendu clairement mon ordre ?»« Oui, Madame la Présidente, je l'ai parfaitement entendu. » La voix d'Arthur à l'autre bout était entièrement respectueuse. « Je vais faire rédiger les documents de licenciement par l'équipe juridique immédiatement. Demain. Matin, dès qu'il entrera dans les bureaux de l'entreprise. La lettre de licenciement lui sera remise directement. Toutes les procédures seront traitées. Proprement, sans aucune responsabilité légale. Bien, répondis-je brièvement. Aussi. Lance une vérification immédiate sur tout le processus d'embauche et de promotion de Carter Vance. Je veux savoir qui a tiré les ficelles pour placer un imbécile aussi incompétent et arrogant à un poste de directeur. Découvre tout et traite-le sans pitié. Je ne veux pas laisser un seul parasite dans ma société. Oui, Madame la Présidente, je vais exécuter cela immédiatement. Je raccrochai. Tout était en place. Une tempête allait s'abattre sur la famille actuellement ivre de sa victoire. La porte de la chambre s'ouvrit soudainement. Harrison, mon mari, entra, le visage plein de colère et d'anxiété. Eleanor. As-tu complètement perdu la tête? Quel était ce numéro? Réalises-tu à quel point tu viens de m'humilier devant toute la famille? Je ne le regardais pas, me contentant de sécher tranquillement mes cheveux. Humilié? Comparé à toi qui es resté immobile en regardant ton frère me verser du vin sur la tête. Laissant toute ta famille me dégrader? Que vaut ta petite humiliation? Harrison resta sans voix. Il parut décontenancé, puis adopta un ton suppliant. Je suis désolé. J'étais simplement trop choqué sur le moment. Je ne savais pas quoi faire. Carter était ivre. Ne lui en tiens pas rigueur. Descends plus tard. Dis une rapide excuse à tout le monde. Et tout passera. S'il te plaît, ne rends pas les choses pires. Je t'en supplie. Je fis un faible sourire amer. Je dois m'excuser. Pourquoi? Pour avoir été humilié ou pour ne pas avoir été assez soumise pour vous laisser continuer à me piétiner? Eleanor, pourquoi parles-tu comme ça? Harrison fronça les sourcils. Et cet appel téléphonique tout à l'heure? Qui as-tu appelé? Quoi? Arthur? Qui essaies-tu d'effrayer? Qui penses-tu être pour avoir le pouvoir de licencier un directeur dans une énorme entreprise? Arrête de te ridiculiser. Descends et excuse-toi auprès d'eux. Carter tout de suite avant qu'il ne se mette vraiment en colère. S'il se plaint à ses supérieurs, mon poste pourrait aussi être en danger. Donc, c'était ça. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il ne s'inquiétait pas de la dignité de sa femme. Il ne se souciait que de son fauteuil de directeur régional, terrifié d'être entraîné par son frère. L'égoïsme et la lâcheté de cet homme me dégoûtèrent à nouveau. Harrison, sors. Je parlais d'une voix fatiguée.
Je ne veux pas te parler maintenant. Non, tu dois descendre avec moi. Il attrapa mon bras. Je n'irai pas. Tu peux trouver quoi dire à ta mère et à tout le monde. Je retirai violemment mon bras. C'est ton problème. Puisque tu n'as pas pu me protéger. Ne me force pas à continuer à jouer dans cette pièce de bonheur factice. Eleanor, Harrison allait dire autre chose. Mais en voyant mon regard glacial, il faiblit. Il savait que la femme qu'il voyait ce soir était différente. Plus la douce et docile Eleanor qu'il connaissait. Il soupira et sortit de la chambre d'un pas abattu. Fais comme tu veux. J'espère que demain matin tu te seras calmé et que tu ne laisseras pas un moment de colère tout ruiner. Ruiner tout. Je reconstruisais tout. Je reconstruisais mon vrai moi et détruisais le faux monde que j'avais enduré pendant 5 ans. Je verrouillai la porte de la chambre. Je savais que cette nuit serait longue et que demain, quand le soleil se lèverait, ce serait le jour du jugement. Pour comprendre pourquoi moi, une épouse et belle-fille qui apparaissait toujours soumise et douce, possédait un pouvoir aussi terrifiant, je dois raconter l'histoire de ma vie. Une histoire que j'avais enfouie profondément dans mon cœur pendant 5 ans. Complètement inconnue de quiconque, même du mari qui partageait mon lit. Je n'étais pas né dans une famille ordinaire. Mon père était Richard Sterling, le fondateur et président de Sterling Enterprises. L'un des plus grands conglomérats multinationaux d'Amérique. J'étais sa seule fille, l'héritière par défaut d'un immense empire. Dès mon plus jeune âge, j'ai vécu dans un luxe ultime. Entouré des choses les plus chères que l'argent puisse acheter. J'ai fréquenté des écoles prestigieuses de l'Ivy League et voyagé dans le monde entier. Pour les étrangers, ma vie était un rêve, un conte de fées que toute fille envierait. Mais seuls les initiés comme moi comprenaient que vivre dans une cage dorée apporte ses propres misères. Ma vie était programmée à l'avance sans place pour des choix personnels. Je devais étudier des matières que je détestais. Socialiser avec des gens pour lesquels je n'avais aucune affection simplement parce que mon père disait que c'était bon pour mon avenir, bon pour les affaires de l'entreprise. J'étais toujours entouré de sycophantes, des relations construites sur la tromperie et le calcul. Les hommes qui m'approchaient. Je ne savais jamais s'ils m'aimaient ou simplement la fortune massive que j'étais destiné à hériter. Je désirais une vie normale, une vie où je pouvais être moi-même, être aimé sincèrement. Pas pour l'argent ou le statut. À 22 ans, après avoir terminé mon MBA à Wharton, une immense tragédie frappa. Mon père mourut soudainement d'une crise cardiaque massive. Tout mon monde s'effondra. Il était mon seul parent restant sur Terre, ma mère étant décédée quand j'étais très jeune. Au milieu du chagrin de la perte, je dus faire face à un fardeau colossal. Prenant le poste de présidente et gérant des milliers d'employés et des milliards de dollars d'actifs. Mais à ce moment précis, mon dégoût pour la haute société et les guerres d'entreprise atteignit son apogée. Je ne voulais pas vivre la vie de mon père. Je voulais vivre la mienne. Je pris la décision la plus folle de ma vie. Je décidai de disparaître temporairement. Je convoquai secrètement une réunion du conseil d'administration. À la stupéfaction de tous, je nommai Arthur Pendleton, le vice-président. Le partenaire le plus loyal et brillant de mon père. Comme PDG intérimaire pour tout gérer à ma place. Je déclarai que j'avais besoin de temps pour me reposer, voyager et trouver mon équilibre. Toutes les informations sur moi devaient être gardées strictement confidentielles. Arthur était la seule personne qui savait où j'étais et ce que je faisais. Arthur s'opposa d'abord véhémentement, arguant que c'était trop dangereux. Mais en voyant ma détermination absolue, il dut accepter. Il ne fit qu'une seule demande, Madame la Présidente. Vous pouvez aller où vous voulez et faire ce que vous voulez. Mais veuillez toujours rester en contact avec moi et, chaque fois que vous en aurez besoin. Moi et toute cette entreprise seront juste derrière vous. Et ainsi je commençai une nouvelle vie. J'emballai mes vêtements de créateur et mes bijoux coûteux. Je créai un passé complètement nouveau pour moi-même. Une orpheline, diplômée d'une université d'état moyenne à la recherche d'un emploi. Je voulais expérimenter une vie ordinaire,
gagner de l'argent par mon propre travail. Et surtout, je voulais trouver un amour véritable. J'obtins un poste de bureau d'entrée de gamme dans une petite entreprise avec un salaire juste, suffisant pour survivre. Et là, je rencontrai Harrison. Il était le directeur régional des ventes là-bas, un homme mature, articulé et au sourire chaleureux. Il fut attiré par ma simplicité et ma douceur. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. Il m'aimait seulement moi, une simple employée de bureau. Pour la première fois de ma vie, je ressentis un amour sincère et désintéressé. Je tombai passionnément amoureuse de lui. Nous nous dirigeâmes rapidement vers le mariage. Le jour de notre mariage, je lui mentis à lui et à sa famille en disant que j'étais une orpheline sans parents vivants. Je refusais toute aide financière d'Arthur. Je voulais que mon mariage soit construit sur une base égale sans disparité financière. Je croyais que c'était le port paisible que j'avais cherché si longtemps. Mais j'avais tort. La vie n'est pas un conte de fées et parfois l'amour n'est pas assez grand pour surmonter les préjugés et les pressions de la réalité. Les premiers jours de notre mariage furent vraiment les mois les plus heureux de ma vie. Vivant dans un petit appartement, cuisinant des repas maison. Attendant que mon mari rentre du travail. Ces choses simples que je n'avais jamais osé rêver auparavant. Harrison était un très bon mari à cette époque. Il m'aimait et me choyait, toujours fier d'avoir une belle et douce épouse. Je pensais avoir trouvé un vrai bonheur. Un bonheur complètement indépendant de la richesse ou du statut. J'étais pleinement satisfaite de mon rôle d'épouse ordinaire et j'oubliais presque ma véritable identité. Je restais seulement en contact avec Arthur via une ligne téléphonique sécurisée. Vérifiant occasionnellement l'entreprise et lisant régulièrement les rapports qu'il m'envoyait par email. Tout chez Sterling Enterprises prospérait sous sa gestion. Mais cette pièce commença à se fissurer quand nous emménageâmes chez ma belle-mère. Initialement, quand Harrison me présenta, Margaret fut profondément mécontente. Elle me critiqua pour être une orpheline sans passé familial, indigne de son fils. Un manager talentueux. Mais parce qu'Harrison m'aimait beaucoup à l'époque, elle l'accepta à contre-cœur. Cependant, une fois que nous vécûmes ensemble, ses préjugés ne firent que s'approfondir. Elle critiquait tout ce que je faisais. De ma façon de parler et de marcher à ma cuisine et mon ménage. Quoi que je fasse, ce n'était jamais parfait à ses yeux. Elle me comparait constamment aux filles de ses amis du country club fortuné. Laissant entendre qu'Harrison était fou d'épouser une femme pauvre qui n'apportait aucune valeur à sa carrière. Surtout quand Carter, le jeune frère, obtint son diplôme et obtint rapidement un poste élevé dans une grande entreprise. Ironiquement la mienne. Son dédain pour moi devint flagrant. Elle louait constamment Carter tout en me dégradant. Lors des dîners familiaux, elle mettait les meilleurs morceaux de viande dans l'assiette de Carter tandis que je n'existais pratiquement pas pour elle. Elle considérait la carrière de Carter comme la mesure ultime du succès et ma complaisance comme la preuve d'une incompétence totale. Carter, gâté par sa mère depuis l'enfance, développa rapidement une attitude arrogante et autoritaire. Il me traitait comme une bonne vivante, me donnant constamment des ordres et me parlant sur un ton condescendant et irrespectueux. Il ne m'appelait jamais sa belle-sœur, s'adressant simplement à moi de manière grossière. Mais ce qui brisa mon cœur le plus n'était ni la cruauté de ma belle-mère ni l'insolence de mon beau-frère, mais l'attitude d'Harrison. Lui, le mari que j'aimais si profondément, changea progressivement. Il ne me protégeait plus des critiques de sa mère. Au contraire, il me conseillait constamment d'endurer, de satisfaire sa mère pour garder la paix. Il commença à se sentir inférieur et insécure quand il m'emmenait à des soirées de son entreprise où les épouses des autres collègues étaient des femmes réussies et fortunées. Il commença à critiquer mon salaire minimum, me disant que je devais trouver un meilleur emploi. Son amour pour moi semblait érodé par les pressions de l'argent, du statut et les murmures constants de sa mère. Il oublia qu'il m'avait aimé précisément pour cette simplicité et cette sincérité. J'étais profondément blessé par le changement d'Harrison. De nombreuses fois je voulus lui dire la vérité sur mon identité.
Je voulais lui dire que si je le voulais, je pouvais lui donner tout, argent, statut, pouvoir. Mais je me retins. Si je le lui disais, son amour resterait-il aussi pur qu'avant? Ou me regarderait-il avec des yeux différents? Les yeux calculateurs et avides que je craignais tant. Je l'aimais encore, espérant toujours qu'il réaliserait ce qui comptait vraiment dans la vie. Et donc je choisis de rester silencieuse, continuant à jouer le rôle de l'épouse ordinaire et soumise. J'espérais que mes sacrifices seraient récompensés, mais j'avais tort. Mon silence ne fit qu'encourager davantage leurs agissements. Ils supposaient que j'étais faible, que je devais dépendre de cette famille. Donc ils me piétinaient encore plus fort. Et le vin humiliant versé par Carter lors de la fête de sa promotion fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il réveilla mon vrai moi. Une présidente qui avait dormi trop longtemps dans la coquille d'une épouse douce. Cela me fit réaliser que l'endurance aveugle n'apporte jamais le bonheur, seulement le mépris. Il était temps de reprendre ce qui m'appartenait. Le lendemain matin, le soleil se leva haut, projetant des rayons brillants dans la chambre. Mais il ne put dissiper l'atmosphère froide et sombre dans la maison. Je me réveillai tôt, préparant calmement le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Mon visage ne montrait aucune des tristesses et misères de la veille. Seulement une immobilité terrifiante. Harrison n'avait pas osé dormir dans la chambre la nuit précédente. Il avait dormi sur le canapé du salon. En me voyant, il se leva précipitamment, l'air coupable et épuisé. « Éléanore, t'es-tu calmée ?» Je ne répondis pas, me contentant de poser tranquillement le petit déjeuner sur la table. Ma belle-mère et Carter descendirent également. Margaret gardait une expression furieuse, me lançant un regard qui aurait pu percer des trous. Carter, cependant, avait l'air incroyablement arrogant et triomphant. Il sifflait en se promenant dans la maison. Comme s'il venait d'accomplir quelque chose de monumental. Il n'avait aucune idée que c'était ses derniers moments de liberté. Il n'avait aucune idée qu'au siège social. Une décision froide avait déjà été tamponnée en rouge et attendait sur le bureau du PDG Arthur. Pendleton, juste qu'il arrive. Carter mangea son petit déjeuner à la hâte, puis se prépara. Portant le tout nouveau costume de créateur qu'il avait préparé pour son premier jour. « Eh bien, je pars au travail, dit-il à Margaret. Aujourd'hui est mon premier jour en tant que directeur. Je dois arriver tôt pour faire une grande impression. Je rentrerai tard ce soir, donc ne m'attendez pas pour le dîner. » Margaret regarda son fils avec des yeux pleins de fierté et d'amour. « Oui, conduis prudemment. Mon fils merveilleux. Travaille dur et assure-toi que certaines personnes ouvrent les yeux. » Elle n'oublia pas de me lancer un regard de côté en terminant sa phrase. Je fis simplement un léger sourire, un sourire dont le sens personne ne pouvait déchiffrer. « Bon voyage, Carter, dis-je, ma voix légère comme l'air. » Carter conduisit sa nouvelle voiture de sport, filant dans la joie et la fierté. Il imaginait la scène de marcher dans l'entreprise au milieu des regards accueillants et admiratifs de tout le monde. Il imaginait s'asseoir dans un luxueux bureau d'angle, donnant des ordres à des dizaines d'employés. Il imaginait un avenir brillant plein de pouvoir et d'argent l'attendant. Mais il ne pouvait jamais deviner que tous ses rêves se briseraient en cendres en moins d'une heure. Quand Carter arriva aux portes d'entrée de l'entreprise, il sentit que quelque chose n'allait pas. Le gardien de sécurité, qu'il avait salué respectueusement la veille, bloqua maintenant sa voiture, refusant de le laisser entrer dans le parking des cadres. « Où allez-vous, monsieur ?» demanda le gardien, sa voix glaciale. Carter fronça les sourcils. « Je suis le nouveau directeur des ventes, Carter Vance. N'avez-vous pas reçu la note ?»« Quel directeur ?» Le gardien haussa les épaules. « Je n'ai reçu aucune notification de ce genre. Veuillez déplacer votre voiture vers le parking public à l'extérieur. » Humilié par un simple gardien de sécurité, Carter fut furieux, mais essaya de se contrôler. Pensant que le système n'avait peut-être pas été mis à jour. Il gara rageusement sa voiture à l'extérieur et entra dans le grand hall de Sterling Enterprises. Il s'attendait à un accueil chaleureux, mais non. Chaque employé qui passait près de lui ne lui accordait qu'un bref regard avant de se précipiter.
vers son travail. Personne ne le saluait. Leur indifférence rendit Carter incroyablement mal à l'aise. Il marcha droit vers les ressources humaines, dans l'intention d'exiger des réponses. Mais la directrice des RH, la femme qu'il avait chaleureusement félicitée la semaine précédente, le regarda maintenant avec des yeux étranges. « Monsieur Vance, qu'est-ce qui vous amène ici ? » »« Je suis ici pour commencer le travail. »« Où est mon bureau ? » demanda Carter sur un ton autoritaire. La directrice des RH le regarda avec une pointe de pitié. « Monsieur Vance ? Je suis vraiment désolé. Veuillez vous rendre au bureau du PDG au 45e étage. Monsieur Pendleton a quelque chose à discuter avec vous. » En entendant le nom du PDG Pendleton, Carter se sentit un peu anxieux. Mais reprit rapidement confiance. Il pensa que le PDG voulait probablement le rencontrer personnellement pour lui assigner des tâches. Il ajusta sa cravate, entra dans l'ascenseur exécutif et monta directement au 45e étage. Le bureau du PDG était opulent et intimidant. Arthur était assis derrière son bureau, le visage complètement inexpressif. En voyant Carter, il ne se leva pas, ni ne lui offrit un siège. Il se contenta de faire un signe du menton vers la chaise en face de lui. Carter ressentit un frisson face à son attitude froide, mais essaya de rester poli. « Bonjour, monsieur. Vous m'avez fait appeler ?» Arthur ne répondit pas. Il se contenta de glisser silencieusement un dossier vers Carter. Carter le prit. La première ligne en gras le fit se figer. Licenciement. Il se frotta les yeux plusieurs fois, incapable de croire ce qu'il lisait. Licencié ? Pourquoi ? balbutia-t-il, la voix tremblante. Je n'ai même pas encore commencé à travailler. Que ai-je fait de mal ? Vous n'avez rien fait de mal concernant le travail, dit enfin Arthur. Sa voix froide comme la glace. C'est simplement que cette entreprise n'a pas de place pour des individus au caractère moral aussi mauvais que le vôtre. Mauvais caractère moral. Carter fut stupéfait. Que voulez-vous dire par là ? Je ne comprends pas, vous n'avez pas besoin de comprendre. Arthur se leva, son regard tranchant comme un couteau. Vous devez seulement savoir que cette décision vient de la plus haute autorité absolue. Et il n'y aura aucune explication supplémentaire. Votre indemnité de départ sera traitée par les RH. Conformément aux lois du travail. Maintenant. Veuillez quitter mon bureau et ne plus jamais mettre les pieds dans cette entreprise. Sur ce, Arthur appuya sur le bouton de l'interphone. Sécurité, montez à mon bureau et escortez un visiteur dehors. Carter s'effondra sur la chaise, tout son corps devenant comme de la gelée. Il ne pouvait pas y croire. Le rêve de directeur, l'avenir brillant. Tout s'était brisé en une seule matinée. Il fut licencié sans pitié et de manière humiliante sans même connaître la raison. Il fut traîné hors du bureau par 2 agents de sécurité. Marchant dans le couloir sous les regards curieux et compatissants des autres employés. L'humiliation et le ressentiment atteignirent leur point d'ébullition. Il savait que quelqu'un complotait contre lui. Mais il n'aurait jamais pu deviner que la personne qui avait rendu ce verdict impitoyable était là. Belle-sœur même qu'il avait dégradée la veille. Carter quitta le siège social comme un homme qui avait perdu son âme. Il ne croyait plus à ce qui venait de se passer. Tout s'était produit trop vite, trop soudainement, comme un cauchemar. Il était tombé du sommet du prestige directement dans l'abîme de l'échec en quelques heures. Seulement. Il rentra chez lui dans un état second, l'esprit complètement vide. Il ne savait pas quoi dire à sa mère, à sa famille. Aux personnes qui attendaient à la maison de bonnes nouvelles. Quand il entra, toute la famille était déjà assise dans le salon. Margaret avait préparé un festin somptueux pour célébrer le premier jour de travail de son fils. En voyant l'apparence débraillée et pâle de Carter, Margaret se précipita vers lui. « Carter, qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose ? Pourquoi rentres-tu si tôt ? » Carter ne dit rien. S'effondrant simplement sur le canapé. La tête dans les mains. Harrison. Mon mari.
Demanda également avec anxiété, ça va? Il s'est passé quelque chose à l'entreprise. C'est fini. Tout est fini. Carter marmonna. La voix creuse. Qu'est-ce qui est fini? Margaret secoua impatiemment son fils. Crache le morceau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été licencié. Les mots de Carter furent comme un éclair frappant toute la famille. Margaret se figea, reculant en chancelant. La mâchoire d'Harrison tomba d'incrédulité. Licencié? Comment est-ce possible? Tu n'as même pas commencé. As-tu fait quelque chose de mal? Carter leva les yeux, ses yeux injectés de sang plein de ressentiment. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. Ils ont dit que la décision venait de la plus haute autorité absolue. Ils ont dit que l'entreprise n'avait pas de place pour quelqu'un au mauvais caractère moral comme moi. Je suis sûr que quelqu'un était jaloux et m'a piégé. La plus haute autorité, répéta Margaret, le visage plein de panique. Qui pourrait ce être? Qui a ce genre de pouvoir terrifiant? Toute la famille tomba dans le silence, essayant de deviner qui pouvait exercer une autorité aussi monstrueuse. Soudain, Margaret sembla se souvenir de quelque chose. Elle tourna brusquement la tête vers moi, qui était restée silencieuse tout ce temps. Ses yeux brûlaient de ressentiment et d'accusation. C'est toi. C'est définitivement toi. Elle pointa directement mon visage, hurlant, tu as fait ça. N'est-ce pas? Tu l'as maudit. Tu es vraiment un mauvais présage. Tu es du poison pur. Depuis que tu es entré dans cette maison, tu n'as apporté que du malheur. Et maintenant tu as aussi détruit la carrière de mon fils. Je la regardais, le cœur entièrement indifférent. J'avais anticipé cette réaction. Avec quelqu'un comme elle, son fils n'avait jamais tort. Tout était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Maman, qu'est-ce que tu dis? Harrison intervint rapidement. Comment Eleanor pourrait-elle avoir le pouvoir de faire ça? Arrête d'être si déraisonnable. Déraisonnable? Margaret rit de manière maniaque. Ne vois-tu pas? Quelque chose s'est-il bien passé depuis qu'elle est arrivée dans cette maison? Tout notre malheur vient d'elle. Je l'ai dit dès le début. Nous n'aurions jamais dû amener ce fardeau dans notre foyer. Maintenant ouvre les yeux et vois par toi-même. Elle se jeta sur moi, levant les mains comme pour me griffer. Dis-moi, l'as-tu fait? Quel genre de sorcellerie noire as-tu utilisé pour maudire mon fils? Harrison attrapa précipitamment sa mère, la tirant en arrière. Maman, calme-toi. Arrête de faire une scène. Au milieu du chaos, je restais parfaitement immobile. Je posai lentement ma tasse de thé sur la table. Puis levai la tête pour regarder directement dans les yeux de Margaret. Oui. Ma voix n'était pas forte, mais assez claire pour couper à travers tout le bruit. Je l'ai fait. La salle plongea à nouveau dans le silence. Tout le monde me fixa avec stupéfaction, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Harrison fut le premier à sortir de sa torpeur. Il me regarda comme si j'étais un monstre. Eleanor, qu'est-ce que tu dis? As-tu vraiment perdu la raison? Carter me regarda aussi avec des yeux incrédules. Il pensait probablement encore que je plaisantais, essayant simplement de les provoquer. Margaret, après quelques secondes de silence mortel, éclata d'un rire sauvage. Ah! Regardez. Elle l'admet. Tu es vraiment folle. Qui penses-tu être? Penses-tu avoir le pouvoir d'appeler le vent et la pluie? Vis-tu simplement dans tes propres délires, toi? Je ne suis pas folle, répondis-je calmement. Et je ne suis pas délirante. Je dis simplement la vérité. C'est moi qui ai ordonné le licenciement de ton fils. Margaret fut si furieuse qu'elle ne put parler, restant simplement là à halter. De quel droit? Tu n'es qu'une misérable employée de bas niveau gagnant un salaire minimum.
Sur quelle base oses-tu prononcer ces mots? Sur quelle base? Tu le découvriras bientôt. Je me levai. Mais d'abord, tu devrais demander à ton précieux garçon en or comment il m'a traité hier soir. On récolte ce que l'on sème, mère. Sur ce, je ne pris pas la peine de les regarder une seconde de plus. Je me retournai et montai directement dans ma chambre, laissant derrière moi un désordre et des gens encore noyés dans la confusion. La colère et l'incrédulité totale. Ils ne croyaient toujours pas. Ils pensaient encore que j'avais perdu la tête et disaient des absurdités juste pour une petite vengeance mesquine. Ils n'avaient aucune idée que la vraie tempête ne faisait que commencer. Après être monté dans ma chambre, l'atmosphère en bas du dégénérait en chaos absolu. J'entendais les lamentations et les malédictions de Margaret, le bruit de Carter cassant des choses, et les faibles tentatives d'Harrison pour les arrêter. Il ressemblait à un nid de frelons dérangés, bourdonnant erratiquement dans la colère et la panique. Ils ne pouvaient toujours pas accepter le fait que Carter, leur fierté et leur joie, puissent être licenciés si brutalement. Et ils ne pouvaient certainement pas croire que moi, la belle-fille qu'ils avaient toujours méprisée, avait quelque chose à voir avec ça. Dans leur esprit en ce moment, il n'y avait qu'une seule conclusion. J'avais perdu la raison et disais des bêtises pour une vengeance mesquine. Ils n'avaient aucune idée que la vraie tempête ne faisait que commencer. Je m'enfermai dans ma chambre pour le reste de la journée, ne sortant pas une seule fois. J'avais besoin d'un espace calme pour préparer le prochain acte. Je savais qu'avec la nature de Margaret, elle ne resterait pas inactive. Elle trouverait définitivement un moyen de découvrir le fond de l'affaire. Et comme je l'avais prédit, en début de soirée, Harrison frappa à la porte. Il n'avait plus l'air en colère. Au contraire, il paraissait épuisé et suppliant. « Eleanor, ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. » J'ouvris la porte. Harrison entra, me regarda et soupira. « Eleanor, je sais que tu as été lésée hier. Je m'excuse. Mais tu n'aurais pas dû dire ces choses devant tout le monde. Tu n'as fait qu'énerver maman. Davantage. Je m'en fiche, répondis-je, ma voix glaciale. Eleanor, écoute-moi. Harrison attrapa ma main. Maman et Carter sont dévastés. Maman a déjà pris sa décision. Demain matin, toute la famille va au siège social. Maman veut rencontrer directement le PDG Pendleton pour découvrir le fond de cette affaire. Elle pense qu'il y a eu une sorte d'erreur. Elle veut s'excuser. Au nom de Carter et supplier pour une seconde chance. En entendant cela, un faible sourire traversa mon esprit. Tout se déroulait exactement selon le scénario que je voulais. Il marchait droit dans le piège que j'avais tendu. Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec moi, demandai-je. Maman veut que tu viennes aussi, dit Harrison avec hésitation. Maman dit que c'est toi qui as causé ce gâchis. Donc tu dois y aller pour endosser la responsabilité, pour t'excuser avec tout le monde. Eleanor, je sais que c'est déraisonnable, mais peux-tu juste faire cette seule chose pour moi? Pour cette famille? S'il te plaît, considère-le comme une faveur envers moi. Donc, c'était ça. Elle ne voulait pas seulement aller supplier pour le poste de son fils. Elle voulait me traîner là-bas pour m'humilier. Pour me mettre tout le blâme sur la tête devant les cadres supérieurs. Deux oiseaux d'une pierre. Elle était vraiment venimeuse. Pourquoi devrais-je y aller, fis-je semblant de demander. Je n'ai rien fait de mal. Je sais. Je sais que tu n'as rien fait de mal, dit rapidement Harrison. Mais tu as vu maman. Elle est très agitée. Si tu n'y vas pas, elle ne laissera pas tomber. Tu n'as qu'à y aller et rester là. Maman et moi gérons toute la discussion. S'il te plaît, Eleanor. Je restai silencieuse un moment, faisant semblant d'hésiter. Puis je hochai la tête à contre-cœur. Bien, j'irai, mais seulement par respect pour toi. Harrison respira un soupir de soulagement, visiblement ravi. Merci. Merci beaucoup. Je savais que tu étais raisonnable.
Il n'avait aucune idée que mon hochement de tête n'était pas un compromis, mais une déclaration de guerre. Je leur donnais une dernière chance de monter volontairement sur la scène de mon jugement. Le lendemain matin, toute la famille de mon mari se réveilla très tôt. Margaret, malgré ses yeux gonflés d'avoir pleuré, essaya de s'habiller le plus élégamment possible. Elle voulait projeter l'image d'une famille riche et de haut statut. Carter, pâle et sans vie, portait un vieux costume, suivant sa mère comme un fantôme. Harrison faisait les 100 pas, le visage gravé d'anxiété. Quant à moi, je portais ma simple tenue de bureau, mon visage ne montrant aucune émotion. Quel genre de tenue est-ce? Margaret me regarda avec mépris. Tu vas rencontrer un cadre important et tu t'habilles comme si tu allais à l'épicerie. N'as-tu rien de plus décent? C'est tout ce que j'ai, mère, répondis-je calmement. Elle me lança un regard noir et ne dit plus rien. Peut-être pensait-elle que plus j'avais l'air pathétique et vulgaire, plus il serait facile de me mettre le blâme devant Arthur. Nous montâmes tous dans la voiture d'Harrison et nous dirigeâmes directement vers le siège de Sterling Enterprises. Tout au long du trajet, Margaret donnait constamment des instructions à Carter et Harrison. Plus tard, quand nous rencontrerons Monsieur Pendleton, vous deux devez être extrêmement polis et tactiques. Prenez tout le blâme. Montrez une sincérité absolue. Les grands cadres ne se soucient que du respect. Et toi, Eleanor? Tu resteras parfaitement immobile. Ne prononce pas un seul mot. Compris? Quand je donnerai le signal, tu devras te mettre à genoux et t'excuser. C'est clair? Je me contentais d'un homme non engagé pour l'écarter. La voiture arriva enfin. Quand mes beaux-parents descendirent, ils furent vraiment submergés. Le gratte-ciel d'entreprise était imposant, majestueux. Le grand hall principal était pavé de marbre brillant qui reflétait comme un miroir. Des dizaines d'employés bien habillés s'affairaient. L'atmosphère rayonnait de pouvoir et de professionnalisme absolu. Margaret et Carter, malgré leurs efforts pour paraître confiants, ne purent cacher leur maladresse et leur émerveillement. Ils s'approchèrent du bureau d'accueil, humblement, déclarant qu'ils voulaient rencontrer le PDG Arthur Pendleton. La réceptionniste les regarda, puis me regarda, une pointe de confusion dans les yeux. Avant de dire « Veuillez attendre un moment, mesdames et messieurs ». Elle décrocha le téléphone et composa un numéro interne. Quelques secondes plus tard seulement, une scène incroyable se déroula. Une scène qui laisserait toute la famille de mon mari complètement paralysée dans le hall principal. Immédiatement après que la réceptionniste eut raccroché, un étrange silence tomba sur le hall normalement animé. Tous les employés, ceux qui marchaient comme ceux assis à leur bureau, s'arrêtèrent simultanément. Ils se levèrent, ajustèrent leur tenue et tournèrent les yeux vers nous. Ou plus précisément vers moi. L'atmosphère devint soudain extraordinairement solennelle. La famille de mon mari n'avait aucune idée de ce qui se passait. Margaret pensa même que les gens admiraient l'élégance de sa famille. Donc elle bomba le torse encore plus, essayant d'avoir l'air aristocratique. Carter et Harrison regardaient autour d'eux dans une totale confusion. À ce moment précis, les portes de l'ascenseur exécutif privé s'ouvrirent lentement. Un homme grand et imposant portant un costume parfaitement taillé sortit. Derrière lui suivait tout un entourage d'assistants et de secrétaires. Cet homme n'était autre qu'Arthur Pendleton, le puissant PDG que mes beaux-parents espéraient désespérément rencontrer. En voyant Arthur apparaître personnellement, Margaret fut aussi ravie que si elle avait trouvé de l'or. Elle attrapa précipitamment les bras de ses deux fils, se précipitant avidement vers lui. Un sourire obséquieux plaqué sur le visage. « Oh, monsieur Pendleton. C'est un tel honneur. Nous ne sommes que de simples gens espérant solliciter une brève rencontre avec vous. Pourquoi vous donner la peine de descendre personnellement nous accueillir ?» Elle tendit la main, dans l'intention de la serrer. Harrison et Carter inclinèrent également rapidement la tête respectueusement. « Bonjour, monsieur Pendleton. » Mais quelque chose de complètement inattendu se produisit. Arthur les ignora totalement. Il passa devant Margaret et ses deux fils.
qui se tenaient humblement avec les mains tendues en l'air, comme s'ils étaient invisibles. Il ne leur accorda même pas un regard. Il marcha directement vers moi, la personne qui se tenait tranquillement à l'arrière. La famille de mon mari se retourna sous le choc. Tous les employés du hall retinrent leur souffle, regardant. Arthur s'arrêta devant moi, à moins d'un pied de distance. Puis, devant des centaines de personnes. Le puissant PDG de l'un des plus grands conglomérats d'Amérique s'inclina lentement à un angle parfait de 90 degrés, démontrant une révérence absolue. Sa voix résonna fort et clair, écho dans le vaste hall. « Madame la Présidente, vous êtes arrivée sans me prévenir. Donc je n'ai pas préparé un accueil approprié. Présidente. » Tout l'espace sembla se figer dans le temps. Tous ont disparu. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Margaret resta plantée là, le sourire obséquieux figé sur les lèvres. Paraissant complètement ridicule. Ses yeux étaient grands ouverts, me fixant sans cligner. Le corps entier de Carter tremblait violemment. Son visage était pâle comme un cadavre. Il me regarda, puis Arthur, puis de nouveau moi. Incapable de croire la réalité qui se déroulait devant ses yeux. Mais la personne dans l'état de choc le plus profond était probablement Harrison. Mon mari, l'homme qui avait vécu avec moi pendant 5 ans, restait là avec la mâchoire tombée. Regardant sa femme avec des yeux entièrement étrangers, des yeux remplis de confusion. De terreur et d'incompréhension absolue. Je regardai Arthur et fis un léger signe de tête. Pas besoin de tout ce tralala, Arthur. J'ai juste amené ma famille ici pour une petite visite. Ma voix était calme, mais aux oreilles de mes beaux-parents en ce moment. Elle sonnait comme un tonnerre dans un ciel clair. Famille ? Arthur jeta un regard froid aux 3 personnes figées comme des statues. Madame la Présidente, ces personnes sont, je le coupai. Tout le monde, veuillez reprendre votre travail. Dis-je aux employés environnants qui étaient encore au garde à vous. Puis je me tournai vers Arthur. Arthur. Pourrais-tu s'il te plaît escorter tout le monde à mon bureau ? J'ai quelques affaires familiales à régler. Oui, Madame la Présidente, par ici s'il vous plaît. Arthur s'inclina respectueusement à nouveau. Puis me fit personnellement signe de me diriger vers l'ascenseur privé. Je marchai lentement, passant près de mon mari, mon beau-frère et ma belle-mère. Ils restaient toujours là, immobiles comme des statues. En passant près d'Harrison, je pus clairement voir le tremblement de son corps. Il voulait dire quelque chose, voulait me demander, mais sa gorge semblait bloquée. Incapable de prononcer un seul mot. Alors que les portes en acier inoxydable de l'ascenseur se fermaient lentement. Je pouvais encore voir à travers l'interstice l'image de ces 3 personnes isolées et perdues dans le grand hall. Leurs visages remplis de terreur et de désespoir. Leur pièce avait pris fin. Et maintenant c'était le moment pour ma pièce de commencer. Les portes de l'ascenseur se fermèrent et l'espace à l'intérieur était si calme que je pouvais entendre ma propre respiration lourde. Arthur se tenait à mes côtés, silencieux et respectueux. L'ascenseur monta rapidement, mais pour moi ce temps ressemblait à un siècle. Je me préparais à une confrontation finale. Une confrontation où chaque dynamique serait inversée et toutes les vérités exposées. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage du bâtiment, le 45e étage. Les portes s'ouvrirent, révélant un espace d'un luxe et d'une autorité immense. C'était l'étage réservé exclusivement au président du conseil. Tout le couloir était couvert de tapis en laine importés. Les murs ornés de tableaux à l'huile inestimables. Arthur me guida le long du long couloir, s'arrêtant devant une lourde porte en bois sculpté. « Madame la Présidente, votre bureau », dit-il en ouvrant personnellement la porte pour moi. Je pénétrai dans le bureau massif, qui offrait une vue panoramique sur la skyline de Manhattan à travers ses immenses parois de verre. Chaque meuble de la pièce était exactement comme lorsque mon père était en vie. Le bureau en acajou, le fauteuil exécutif en cuir. Et même les photos de famille placées soigneusement sur le bureau. Cela faisait 5 ans que je n'étais pas revenu ici, mais tout semblait étrangement familier. Je m'approchai du bureau, passant la main sur la surface froide.
Les souvenirs de mon père m'envahirent, faisant légèrement sombrer mon cœur. Mais je repris rapidement mon calme. Aujourd'hui n'était pas un jour pour la faiblesse. Je m'assis dans le fauteuil du président, le fauteuil que j'avais évité pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, en m'y asseyant, je ne me sentais pas accablé. Au contraire, je ressentais un incroyable sentiment de pouvoir et de confiance. J'étais prête à les affronter en tant que mon vrai moi, Eleanor. La présidente de Sterling Enterprises. Toute la famille de mon mari entra péniblement dans la pièce, paraissant totalement pathétique. Margaret semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage était vide, ses pas instables, nécessitant qu'Harrison la soutienne. Carter était pâle, gardant la tête baissée vers le sol, n'osant pas lever les yeux. Et Harrison, il me regardait avec un regard profondément complexe, un mélange de peur, de ressentiment et d'une pointe de supplication. Ils se tinrent devant mon bureau, personne n'osant prononcer un mot. L'air dans la pièce devint épais. « Asseyez-vous, je vous prie, dis-je. » Ma voix était froide, dépourvue de toute émotion. Je désignai le canapé en face de moi. Ils s'assirent timidement, ressemblant à des condamnés attendant leur sentence. Je pris une gorgée de thé Earl Grey, puis posai lentement la tasse. Je suis sûr que tout le monde a beaucoup de questions. Je commençai. Harrison, Margaret et Carter. Quelqu'un veut-il me demander quelque chose? Personne ne répondit. Ils restèrent simplement assis en silence, la tête baissée. L'arrogance et l'insolence d'hier avaient complètement disparu, laissant seulement la peur et l'humiliation. Si personne n'a de questions, alors laissez-moi parler, continuai-je. Il y a 5 ans. J'ai rencontré et suis tombée amoureuse d'Harrison. Je pensais qu'il m'aimait pour ce que j'étais. Pas pour autre chose. Par conséquent, j'ai caché mon identité. J'ai abandonné la vie de luxe. Accepté un poste de simple employé de bureau juste pour avoir un amour normal. Une famille simple. Je pensais que c'était le bonheur. Je fis une pause, regardant directement Harrison. Il n'osa pas me regarder en retour. Mais j'avais tort. La vie simple que je désirais n'était pas paisible du tout. Au cours des 5 dernières années en tant que belle-fille, qu'ai-je dû endurer? Peut-être que mère c'est mieux. Je me tournai vers Margaret. Tu m'as toujours regardé de haut, me traitant de pauvre. Disant que je n'étais pas du bon côté. Tu critiquais et chipotais constamment chaque petite chose que je faisais. J'ai toujours enduré. Toujours essayé de te plaire. Mais à tes yeux, je n'étais jamais assez bien, n'est-ce pas, mère? Margaret trembla, serrant fortement ses mains, incapable de prononcer un mot. Je me tournai vers Carter, et toi? Le précieux beau-frère. Tu ne m'as jamais traité comme un membre de la famille. À tes yeux. J'étais juste une bonne. Un parasite dans ta maison. Et le climax fut hier soir quand tu m'as humilié. Versant du vin sur ma tête devant tout le monde. As-tu apprécié piétiner la dignité de quelqu'un? D'autres? Carter baissa encore plus la tête, ses épaules tremblant. Enfin, je regardai Harrison, le mari que j'avais autrefois aimé plus que ma propre vie. Et toi, Harrison? Tu es ma plus grande déception. Tu avais promis de m'aimer et de me protéger pour le reste de ta vie. Mais ensuite quoi? Tu as laissé ta mère et ton frère m'humilier. Tu ne t'es jamais levé une seule fois pour me défendre. Tu as laissé tes insécurités concernant l'argent et le statut aveugler ton amour. Te souviens-tu même pourquoi tu es tombé amoureux de moi au départ? Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Harrison. Il leva les yeux vers moi, la voix pleine de remords. Eleanor, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Désolé. Je fis un sourire amer. Pendant 5 ans j'ai attendu que tu dises ça. Mais maintenant il est trop tard. La vérité a été exposée. Les griefs ont été exprimés. La dynamique complètement inversée. C'est moi qui tiens le marteau maintenant. Et je sais que la sentence que je vous rendrai à tous fera plus mal que
N'importe quelle punition. Le silence avala le bureau massif, ne laissant que les sanglots étouffés d'Harrison et la respiration lourde et rapide de Margaret. Carter resta immobile, enfouissant son visage dans ses mains, terrifié de lever les yeux. Le rideau de velours cachant leur soi-disant famille heureuse et respectable avait été impitoyablement arraché par moi, exposant toutes les choses laides, pourries et hypocrites en eux. Ces personnes, qui se tenaient autrefois sur un piédestal de supériorité, qui utilisaient des mots venimeux pour juger et dégrader, étaient maintenant assises là comme des pécheurs condamnés, attendant le jugement de leurs propres victimes. Eleanor, ma femme, pleura Harrison en se traînant jusqu'à mon bureau, s'agenouillant soudainement. Son action me surprit un peu. Je sais que j'ai été un terrible mari. Un lâche. J'ai échoué à te protéger. Je t'ai laissé subir tant d'humiliations. J'ai eu tort. Eleanor. J'ai eu tellement tort. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une chance de réparer. De me racheter. Je promets que je changerai. Je ne laisserai plus jamais personne te malmener. Nous pouvons recommencer, n'est-ce pas? Il leva les yeux vers moi, le visage trempé de larmes, les yeux pleins de supplications et de regrets. Si j'avais été l'Eleanor d'hier, je me serais peut-être adouci. J'aurais peut-être cru ses larmes, ses promesses vides. Mais l'Eleanor d'aujourd'hui était différente. Mon cœur s'était endurci après trop de traumatismes. Je le regardais, mon regard inébranlable. Harrison, lève-toi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Non, je ne me lèverai pas, Harrison secoua violemment la tête. Je ne me lèverai pas tant que tu n'accepteras pas de me pardonner. Eleanor. Je t'aime encore tellement. Ces 5 dernières années, oui. Parfois je me sentais insécure. Parfois j'écoutais maman et te traitais mal. Mais au fond je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est juste que j'étais si stupide. Je ne réalisais pas ce qui était le plus important. Maintenant je comprends. L'argent, le statut. Tout est une illusion. Tu es la seule personne dont j'ai vraiment besoin. S'il te plaît, ne me quitte pas. Il essaya de ramper plus près, dans l'intention d'attraper mes jambes, mais je reculai mon fauteuil. Maintenant la distance. Amour. Je ricanai, un sourire plus amer que le poison. Tu dis que tu m'aimes. Pourtant tu es resté immobile pendant que ta mère et ton frère m'humiliaient. Tu dis que tu m'aimes. Pourtant tu t'inquiétais plus de ton propre poste que de la dignité de ta femme. Harrison. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. Tu n'aimes que toi-même. Tu me supplies maintenant. Non pas parce que tu m'aimes. Mais parce que tu es terrifié. Tu es terrifié de savoir que je suis la présidente de cette entreprise. Tu es terrifié de perdre la vie confortable. De perdre le statut que tu as actuellement. Ai-je raison? Mes mots furent comme une dague perçant directement ses secrets les plus sombres. Harrison se figea, complètement incapable de le nier. En effet, combien de son regret était réellement de l'amour? Et combien n'était que regret avide et peur? Peut-être même lui ne pouvait-il pas répondre. En voyant son fils dans un état aussi pathétique, Margaret finit par revenir à la réalité. Elle arrêta de pleurer et se força à se lever, chancelant vers moi. Eleanor, belle-fille, m'appelait-elle. Son ton avait complètement changé. Le venin avait disparu, remplacé par une obséquiosité et un désespoir rampant. Je sais que j'ai eu tort. Je suis vieille et folle. Je t'ai très maltraité. S'il te plaît. Aie un grand cœur et pardonne-moi cette fois. Je t'en supplie. Ne quitte pas Harrison. Il t'aime. Vraiment. Notre famille ne peut pas survivre sans toi. Elle commença à pleurer et supplier. Une nouvelle pièce était mise en scène. Cette fois le rôle était celui de la belle-mère pitoyable et repentante. Carter, voyant sa mère et son frère agir ainsi, se précipita également et se jeta au sol.
belle-sœur. Je suis un animal. Je ne suis pas humain. J'ai osé te traiter comme ça. Je mérite d'être puni. Tu peux me frapper. Me maudire comme tu veux. Je te supplie juste. S'il te plaît, laisse-moi une issue. Ne me licencie pas, je t'en prie. Si je perds ce travail, toute ma vie est ruinée. Je t'en supplie. Tous les trois, des personnes qui il y a moins de 24 heures riaient de ma douleur, étaient maintenant à genoux en pleurant et suppliant à mes pieds. Une scène ironique et cynique. Pensait-il que quelques larmes, quelques excuses pourraient effacer tout le traumatisme? Toutes les cicatrices qu'il m'avait infligées pendant 5 ans? Pensait-il que j'étais encore cette Éléanore naïve au cœur tendre? Ils avaient tort. Complètement tort. Je restais assise dans le fauteuil du président, observant silencieusement cette performance de remords de la famille. Les larmes d'Harrison, les supplications de Margaret, les genoux de Carter. Tout était très bien joué, très réaliste. Si c'était un public ordinaire, il pourrait ressentir de la sympathie. Pourrait penser qu'il méritait une seconde chance. Mais moi, une personne qui avait vécu dans leur hypocrisie pendant 5 ans. Qui avait goûté chaque goutte d'amertume de ces mêmes personnes. Je voyais clair à travers ses larmes et ses supplications. Que était-ce? Ce n'était pas un remords sincère. C'était de la peur. Ils avaient peur de perdre leur pouvoir et leur argent. Ils avaient peur d'affronter un avenir incertain sans le prestige d'être la famille de la présidente. Ils s'accrochaient à moi non pas parce qu'ils réalisaient ma valeur, mais parce qu'ils réalisaient la valeur du fauteuil sur lequel j'étais assise et du pouvoir qu'ils apportaient. Je les laissais pleurer, les laissais supplier longtemps, les laissant exposer chaque once de leur nature pathétique. Quand je sentis que la pièce avait duré assez longtemps, je parlais enfin. Ma voix était calme, dépourvue d'émotion, mais portait un poids écrasant qui fit instantanément taire les pleurs dans la pièce. Avez-vous fini de jouer la comédie? Mes mots firent se figer les trois. Ils levèrent les yeux vers moi, l'expression perplexe et légèrement humiliée. Si vous avez fini de jouer la comédie, alors levez-vous. Mon sol en marbre italien importé est très cher. Ce n'est pas un endroit pour que vous vous agenouilliez et le salissiez nonchalamment. Mes mots étaient sarcastiques, mais démontraient une distance absolue. Comme un mur invisible érigé entre eux et moi. Harrison et Carter se levèrent maladroitement, n'osant pas me regarder dans les yeux. D'abord, Carter. Je me tournai vers mon beau-frère qui tremblait comme un voleur. Tu m'as demandé une issue. Tu as dit que si tu perdais ce travail, ta vie serait ruinée. Eh bien, laisse-moi te demander. Hier soir quand tu m'as versé du vin sur la tête? Quand tu m'as dégradé en me traitant de vulgaire et pathétique? En voulant me jeter hors de la maison? As-tu pensé à me laisser une issue? As-tu considéré que pour une femme sa dignité est plus importante que sa vie? Ou pensais-tu que moi, ta belle-sœur, n'avais aucune dignité du tout? Carter s'étouffa, son visage devenant pâle alors qu'il balbutiait. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais tellement ivre. Ivre? Je l'interrompis. Ne blâme pas l'alcool. L'alcool ne révèle que la vraie nature d'une personne. Ta nature est pure. Arrogance, insolence et mépris pour les autres. Tu as dit que tu étais un animal. Pas humain. Tu as absolument raison sur ce point. Je hochai froidement la tête. Et Sterling Enterprises, un empire construit par le dévouement de toute une vie de mon père, n'est pas un endroit pour abriter des parasites inhumains comme toi. La décision de licenciement est définitive. C'est le prix que tu paies pour ton arrogance et ta stupidité. Non seulement dans cette entreprise, mais je m'assurerai personnellement qu'avec cette tache morale noire sur ton dossier, aucune entreprise de cette industrie n'osera jamais t'embaucher à nouveau. Tu as ruiné ton propre avenir de tes propres mains. En entendant mon verdict froid et impitoyable, Carter chancela comme s'il était sur le point de s'effondrer. Margaret se précipita rapidement pour rattraper son fils, puis se tourna vers moi.
Ses yeux suppliants changèrent, abritant une trace de ressentiment. Éléanore. Ne sois pas si cruel. Tout le monde mérite une seconde chance quand il est vraiment désolé. Il est jeune et stupide. Il sait qu'il a eu tort. Donne-lui une chance. Je t'en supplie. Une chance? Je la regardais, un sourire sarcastique fleurissant sur mes lèvres. En 5 ans. Combien de chances m'as-tu donné? M'as-tu jamais traité une seule fois comme une belle fille? Comme un membre de la famille? Ou à tes yeux? Étais-je juste une pauvre personne sans importance? Une épine dans ton flanc qu'il fallait arracher. Tu louais ton plus jeune fils tout en dégradant ta belle-fille. Tu encourageais ton fils aîné. Pensant qu'il avait le droit de faire n'importe quoi. Tu croyais que tous les torts appartenaient à nous les femmes. Ton état d'esprit est complètement archaïque et pourri. Mère, continuai-je, ma voix se durcissant. Sais-tu pourquoi Carter a été embauché et promu si rapidement? Pensais-tu vraiment que ton fils était un génie? Je fis signe à Arthur, qui était resté silencieusement dans un coin de la pièce. Arthur s'avança, posant un épais dossier sur le bureau. Voici le rapport préliminaire d'enquête concernant le processus d'embauche de M. Carter Vance. Il a été embauché sur recommandation de notre directrice des RH qui se trouve être une amie de country club de la vôtre? Margaret. Et cette directrice des RH a accepté un pot de vin substantiel de votre famille. Transféré directement depuis votre compte personnel. Tout son parcours de promotion par la suite montre également de graves signes de pot de vin et de rétrocommission au manager direct. Madame la présidente. Nous continuerons l'enquête et poursuivrons tous les individus impliqués dans toute la mesure de la politique de l'entreprise et de la loi. Les mots d'Arthur furent le dernier seau d'eau glacée versé sur la tête de Margaret. Sa fierté envers son fils brillant n'était rien d'autre qu'un mensonge acheté avec de l'argent. Elle n'avait plus rien à dire, restant simplement là à trembler dans la disgrâce ultime. Enfin, je me tournai vers Harrison. Il se tenait là, me regardant avec des yeux pleins d'agonie et de désespoir. Je pris une feuille de papier dans mon tiroir et la glissai vers lui. C'était une demande de divorce que j'avais déjà signée. Harrison, c'est la seule chose que je veux te dire maintenant. Éléanore, s'il te plaît. Non, balbutia-t-il, la voix tremblante. Je sais que j'ai eu tort, mais nos 5 ans d'amour, peux-tu vraiment tout jeter comme ça? Facilement? Je souris, un sourire plus triste que des pleurs. Sais-tu, Harrison? Mon amour pour toi n'est pas mort en un seul jour. Il est mort d'une mort lente à travers chaque critique de ta mère à laquelle tu répondais par le silence. À travers chaque fois où tu m'as regardé de haut sans t'en rendre compte. Et il est mort complètement la nuit où tu es resté immobile en regardant ton frère m'humilier. Ne craignant que pour ta propre carrière. Un homme qui ne peut même pas protéger sa propre femme ne mérite pas d'avoir de l'amour. Nous sommes vraiment finis. Mes mots décisifs et impitoyables mirent un point final à notre mariage. Tout était exposé. Chaque phrase avait été prononcée. Maintenant il était temps pour eux d'affronter les conséquences. D'affronter l'effondrement d'une famille construite sur l'hypocrisie et l'arrogance. Tous les 3 quittèrent mon bureau dans l'état le plus pathétique imaginable. Margaret était vide, devant être soutenue par Harrison et Carter comme une femme mourante. Carter était comme un cadavre sans âme, les yeux dans le vague. Complètement vidé de la vitalité d'un jeune homme. Et Harrison, il ne pleurait plus, mais son visage était gravé d'une agonie et d'un regret ultime. Une perte irrémédiable. Il tenait les papiers du divorce dans sa main, une fine feuille de papier qui pesait 1000 livres. C'était la sentence de mort pour notre mariage et la fin de la vie paisible qu'il connaissait. Autrefois. Alors qu'il passait devant Arthur, il se contenta de hocher froidement la tête. Signalant à la sécurité de les escorter hors du bâtiment. S'assurant qu'il ne causerait plus de problème. Je restai seul dans le bureau massif. Regardant leur silhouette disparaître derrière la porte en bois. Quand la porte claqua enfin, je me permis de laisser échapper un long soupir.
Un soupir portant tous les fardeaux et griefs réprimés des 5 dernières années. Mon cœur se sentit soudain vide. J'avais gagné. J'avais exécuté la vengeance la plus spectaculaire imaginable. J'avais fait s'agenouiller et supplier ceux qui m'avaient humilié. Je les avais fait payer un lourd prix pour leur arrogance. Mais pourquoi ne ressentais-je pas la joie et le triomphe que j'avais imaginés? Je ressentais seulement une profonde exhaustion, une amertume montant dans ma poitrine. J'avais détruit leur famille. Mais en même temps j'avais détruit le mariage dans lequel j'avais versé mon cœur. Détruit l'amour que j'avais autrefois chéri. Madame la Présidente, allez-vous bien? La voix d'Arthur me sortit de mes pensées. Il était revenu dans la pièce à un moment donné, tenant une tasse fumante de thé Earl Grey qui émettait un arôme apaisant. Je vais bien, Arthur. Je secouai la tête, forçant un sourire. Je me sens juste un peu fatigué. Je comprends, hocha la tête Arthur, ses yeux montrant une profonde sympathie. Traverser une tempête massive. N'importe qui se sentirait ainsi. Peu importe à quel point le navire est solide. Il ne peut éviter quelques éraflures. Mais tout ira bien. Le temps guérit toutes les blessures. Ce qui compte, c'est que vous l'avez bravement affronté et surmonté. Il posa le thé chaud sur mon bureau. Vous avez fait l'exceptionnellement bien. Madame la Présidente. Vous n'avez pas seulement rendu justice pour vous-même, mais avez également aidé l'entreprise à éliminer les parasites. L'enquête interne est en cours. Beaucoup plus d'individus corrompus devront partir. Vous avez apporté un nouveau souffle de vie à toute cette entreprise. Je pris une gorgée de thé, sa chaleur se répandant, me faisant me sentir légèrement mieux. Merci. Arthur. Tu as travaillé si dur pour moi ces 5 dernières années. Sans toi tenant silencieusement le fort, je n'aurais jamais pu aller sous couverture aussi paisiblement. C'est mon devoir, Madame la Présidente. Arthur sourit. Un événement rare de vous voir mûrir en la leader formidable que vous êtes aujourd'hui et ma plus grande joie et sûrement la plus grande joie du défunt président. Il regarde certainement du ciel. Incroyablement fier de sa fille. Les mots d'Arthur réchauffèrent mon cœur. Il avait raison. Je n'étais pas seul. Je l'avais encore lui et j'avais encore l'héritage de mon père. Dans les jours qui suivirent, exactement comme je l'avais prédit, un tremblement de terre massif frappa vraiment la famille de mon ex-mari. Carter, après avoir été licencié et réalisant que son avenir était définitivement détruit, s'effondra complètement. Il n'était plus le garçon en or arrogant. Il s'enferma dans sa chambre, ne faisant rien d'autre que boire et se noyer dans une ivresse sans fin. Il n'osait plus sortir, n'osait plus affronter quiconque. L'humiliation et l'échec l'avaient complètement écrasé. Margaret tomba gravement malade. Le choc massif concernant ses 2 fils, couplé à la disgrâce devant ses parents et voisins, l'envoya à l'hôpital. Mais la douleur physique ne pouvait pas se comparer à son agonie mentale. Sa plus grande fierté dans la vie, ses 2 fils réussis. Maintenant, l'un était un échec. L'autre divorçait. La famille modèle dont elle se vantait toujours était devenue la risée de la ville. Mais la personne qui souffrait et agonisait le plus était probablement Harrison. Il ne signa pas immédiatement les papiers du divorce. Il essaya désespérément de s'accrocher. Chaque jour il m'envoyait des dizaines de messages détaillant son regret, me suppliant pour une chance supplémentaire. Il traqua même nos amis communs, leur demandant de dire un mot en sa faveur, espérant m'influencer. Il fit tout sauf la seule chose qu'il devait faire, affronter et admettre son erreur fondamentale. Dans ces mots, je ne voyais toujours que le regret de perdre une épouse riche et puissante. Pas un remords sincère pour avoir échoué à me protéger et à me chérir. Son amour était trop entaché par le calcul et l'insécurité. Et je savais que même si nous nous remettions ensemble, cette fissure ne pourrait jamais être guérie. Enfin, après près d'un mois d'accrochage désespéré, face au silence absolu de ma part, Harrison dut accepter la réalité. Il signa les papiers du divorce. Le jour où nous allâmes au tribunal, il paraissait 10 ans plus vieux, ses cheveux parsemés de gris.
Il ne me regarda pas, gardant simplement la tête baissée. Quand le juge nous déclara plus mari et femme, je vis ses épaules trembler. Je savais qu'il souffrait, et une petite partie de moi ressentit une pointe de chagrin. Après tout, nous nous étions aimés pendant 5 ans. Nous avions de beaux souvenirs, mais je savais que ma décision était juste. Je ne pouvais pas construire mon bonheur sur la pitié ou un amour mort. Nous avions tous deux besoin d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin. Après le divorce, je repris officiellement ma véritable identité. La nouvelle de l'émergence officielle d'Eleanor Sterling et de sa prise du siège de présidente créa une frénésie médiatique. Je commençais à gérer activement l'entreprise aux côtés d'Arthur. Le travail m'emporta, m'aidant à oublier les chagrins du passé. Je trouvais une nouvelle joie, un nouveau but dans la vie. Je voulais continuer à développer l'héritage de mon père, rendant Sterling Enterprises plus grande que jamais. C'était ma façon d'honorer sa mémoire et aussi ma façon d'affirmer ma propre valeur. Je savais que la route à venir serait épineuse, mais je n'avais plus peur. La vie de la famille de mon ex-mari par la suite fut une longue étendue sombre de tragédie. Le karma sembla les rattraper tôt ou tard, et d'une manière que personne ne pouvait anticiper. Il vint des fractures au sein de leur propre famille. Carter, après une longue période noyé dans l'alcool et le désespoir, ne put jamais se remettre. La stigmatisation d'avoir été licencié par la présidente de Sterling Enterprises pour inconduite morale et pot de vin le suivit partout. Aucune entreprise ne osa l'embaucher. Même les amis qui l'avaient autrefois acclamé l'évitaient maintenant comme la peste. D'un garçon gâté vivant dans le luxe fourni par sa mère, il devint chômeur. Vivant au crochet des maigres économies qu'elle avait laissées. Son déclin et ses impasses changèrent sa personnalité. Il devint abrasif et vulgaire. Il n'était plus l'enfant en or, mais un vrai fardeau. Il rentrait fréquemment à la maison pour casser des choses, déchargeant sa colère sur sa propre mère, qu'il blâmait de ne pas avoir assez de pouvoir pour le protéger. Margaret, après sa sortie de l'hôpital, était beaucoup plus faible. Le choc et la déception envers ses 2 fils avaient drainé sa force vitale. Elle n'était plus la Margaret vive et autoritaire du passé, mais une vieille femme sénile qui pleurait et maudissait constamment son destin. Elle dut vendre son grand domaine suburbain pour payer les dettes contractées en corrompant le chemin de Carter vers des emplois et pour subvenir aux besoins des 3. Ils emménagèrent dans un plus petit appartement exigu. Sa fierté et son amour-propre furent complètement brisés. Chaque jour elle souffrait non seulement de maux physiques, mais aussi des récriminations et mauvais traitements du fils même qu'elle avait aimé si aveuglément. Carter exigeait fréquemment de l'argent pour acheter de l'alcool, et quand on le lui refusait, il déterrait le passé pour la tourmenter. C'était peut-être la punition la plus douloureuse pour une mère qui avait gâté son enfant avec une arrogance aveugle. Quant à Harrison, après avoir divorcé de moi, sa vie n'était pas facile non plus. Bien qu'il conservât son poste de directeur régional dans son ancienne entreprise, je n'étais pas intervenu dans son travail, le fait que son ex-femme était la présidente de Sterling Enterprises, l'un des plus grands clients de son entreprise, rendait sa position incroyablement gênante. Partout où il allait, il faisait face à des regards curieux et des murmures dans son dos. Ses collègues ne le regardaient plus avec le respect dû à un manager, mais avec les yeux d'un imbécile aveugle qui avait jeté une mine d'or. Ses supérieurs étaient méfiants, n'osant pas lui confier des projets importants. La pression et le complexe d'infériorité drainèrent toute sa motivation au travail. Ses performances chutèrent, et il était fréquemment réprimandé. Sa vie devint étouffante. Il se tourna vers l'alcool pour se consoler et commença à avoir des aventures brèves et sans signification. Mais aucune femme ne pouvait me remplacer. Non pas parce qu'il m'aimait encore, mais parce que personne ne pouvait lui offrir le statut et la sécurité que je pouvais. Il vivait dans un regret et une torture sans fin. Un jour, je reçus un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout se trouvait la voix faible de Margaret. Elle pleura, racontant la situation désespérée de la famille. Elle dit que Carter s'était enfui de la maison, prenant les dernières économies qu'elle avait et laissant derrière lui une dette de jeu massive.
Des prêteurs sur gages impitoyables étaient venus à son appartement, menaçant sa vie. Elle me supplia, me pria pour ma pitié, me demandant de me souvenir de nos anciens liens et de lui prêter un peu d'argent pour payer la dette, pour sauver sa vieille vie. En l'écoutant, mon cœur ne vacilla pas. La dernière goutte de pitié que j'avais pour eux s'était asséchée. Mère, je l'appelais encore une dernière fois ainsi. Les problèmes que ton fils a causés. Toi et Harrison devez trouver comment les résoudre par vous-même. Ce n'est plus mon problème. Puis je raccrochai. Je ne suis pas cruel, mais je ne suis pas non plus une sainte. Mon pardon ne peut pas être donné à des personnes qui m'ont impitoyablement piétiné. Chacun doit prendre la responsabilité de sa propre vie et des erreurs qu'il a commises. Plus tard, j'entendis que Margaret avait dû vendre le dernier appartement exigu pour payer les dettes de Carter. Elle dut emménager dans une petite chambre de location délabrée, survivant jour après jour avec une maigre pension. Harrison, après une longue spirale descendante, fut finalement licencié par son entreprise. Il devint également chômeur, forcé de s'installer chez sa mère dans cette petite chambre louée. Toute une famille qui était autrefois riche et prestigieuse était maintenant tombée dans une pauvreté absolue. Leur avenir complètement noir. C'était exactement le prix qu'ils devaient payer pour leur arrogance, leur avidité et leur habitude de regarder les autres de haut. La roue du karma s'était enfin arrêtée à sa place légitime. Ni trop tôt, ni trop tard. Avec le temps, les blessures dans mon cœur guérirent progressivement. Je m'intégrai pleinement à ma nouvelle vie de présidente. L'emploi du temps chargé, les projets massifs, les réunions exécutives de haut niveau et les voyages d'affaires internationaux consumaient mon temps. Je trouvais passion et excitation dans la gestion et l'expansion de l'empire laissé par mon père. Je prouvais que je n'étais pas juste une héritière chanceuse, mais une leader véritablement talentueuse et visionnaire. Sous ma direction et celle d'Arthur, Sterling Enterprises devint encore plus forte. Non seulement maintenant sa domination nationale, mais s'étendant également à l'international, sécurisant d'importants contrats internationaux. J'accomplis le rêve de mon père et trouvai ma propre valeur. Je ne pensais plus beaucoup à la famille de mon ex-mari. Ils étaient devenus une partie du passé, une leçon coûteuse que je n'oublierai jamais. Un rappel de la complexité du cœur humain et du prix de la faiblesse. Occasionnellement, j'entendais encore des bribes de nouvelles à leur sujet par d'anciennes connaissances. Margaret, après avoir vécu dans la pauvreté pendant un certain temps, mourut de maladie dans une chambre de location froide et solitaire. Le jour de sa mort, seul Harrison était à ses côtés. Carter manquait toujours à l'appel. La rumeur disait qu'il avait fui vers le sud profond, vivant comme un vagabond dans les rues. Harrison, après une longue période de chômage, dut prendre un emploi de vendeur au sol dans un petit magasin d'électronique. Vivant tranquillement jour après jour, n'osant regarder personne dans les yeux. Une famille complètement brisée, chacun affrontant un destin tragique. Un après-midi de fin de semaine. Alors que je me promenais dans un grand centre commercial pour me détendre après une semaine de travail stressante, je tombais par hasard sur Harrison. Il portait l'uniforme du magasin d'électronique, debout à un petit kiosque, essayant de distribuer des flyers aux passants. Il paraissait beaucoup plus mince et plus vieux que son âge réel. Le comportement charmant et charismatique d'un manager avait complètement disparu, remplacé par un regard épuisé, endurci et profondément insécure. Quand il leva les yeux, dans l'intention de me tendre un flyer, il se figea en me reconnaissant. Il resta planté là, le flyer tombant au sol. Il tourna précipitamment le visage, essayant de se glisser dans la foule. Peut-être se sentait-il honteux, ne voulant pas m'affronter, mais je l'appelai Harrison. Ma voix était calme. Il s'arrêta, puis se retourna lentement, n'osant pas me regarder dans les yeux, fixant simplement le bout de ses chaussures. « Salut, Eleanor. Longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu » Je posai une question normale et polie sans intention de sarcasme. Il fit un faible sourire, un sourire plein d'amertume et d'autodérision. Je survis. Merci de demander.
Être encore en vie est déjà bien suffisant. Nous restâmes là en silence longtemps, la gêne et la distance nous enveloppant tous les deux. Je ne savais pas quoi dire d'autre, et peut-être lui non plus. Le passé entre nous contenait trop de douleur. Quelques mots polis ne pouvaient pas l'effacer. « Eh bien, je dois retourner au travail, dit-il. Puis se baissa précipitamment pour ramasser le flyer. Se retournant comme s'il essayait d'échapper à cette rencontre indésirable. En regardant son dos voûté qui s'éloignait, une étrange émotion gonfla dans mon cœur. Je n'étais plus en colère contre lui. Je ressentais seulement de la pitié. Il n'était qu'une victime de l'éducation toxique de sa mère, des préjugés et pressions sociétaux. Il avait tout perdu, non pas parce qu'il était une personne mauvaise et méchante, mais parce qu'il était trop faible et lâche. Il n'avait pas osé se battre pour son amour, n'avait pas osé protéger sa femme. Et finalement avait perdu à la fois son amour et lui-même. Je savais que cette rencontre était un adieu final. Une fermeture complète à tous les griefs du passé. Ma vie après cela continua paisiblement et avec succès. J'avais tout entre mes mains, argent, statut, carrière. Je devins le modèle féminin réussi que d'innombrables personnes admiraient. Mais parfois dans le calme profond de la nuit, rentrant dans mon luxueux penthouse de Manhattan. Faisant face aux quatre murs seuls, je ressentais encore une certaine solitude. Je désirais une épaule sur laquelle m'appuyer, quelqu'un qui pourrait aimer le vrai moi. Pas l'étiquette de présidente. Mais j'avais aussi peur. Les cicatrices de mon premier mariage m'avaient rendu cynique. Ne m'ouvrant plus facilement le cœur à quiconque. Arthur semblait comprendre mes sentiments. Il m'introduisait fréquemment à des jeunes hommes exceptionnels. Des entrepreneurs jeunes et réussis, des partenaires du bon milieu, mais je les refusais tous. Je ne voulais pas répéter les erreurs du passé. Je ne voulais pas une relation construite sur le calcul et la pesée du statut social. Et puis, lors d'un voyage d'affaires à Carmel by the Sea en Californie pour repérer un nouveau projet de complexe de luxe. Je le rencontrai non pas lors d'un gala glamour, mais sur une plage immaculée au coucher du soleil. Il était un architecte à la recherche d'inspiration pour un nouveau projet. Il avait un charme rude, un sourire chaleureux et une âme profonde. Nous nous rencontrâmes par hasard et cliquâmes instantanément. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. À ses yeux, j'étais juste une femme ordinaire voyageant seule avec une pointe de tristesse dans les yeux. Il fut attiré par mon intelligence, ma force et la tristesse cachée dans mon regard. Être avec lui, je me sentais capable d'être moi-même, vivant selon mes émotions. Je n'avais pas à me raidir pour paraître forte. Je n'avais pas à porter le masque d'une PDG froide. Je lui racontais mon histoire, une version hautement simplifiée. Il écouta, n'offrant aucun jugement, seulement de l'empathie et de la compréhension. Il dit qu'il admirait ma résilience et qu'il utiliserait son amour pour guérir les blessures dans mon cœur. Notre amour arriva naturellement et doucement comme une brise océanique fraîche emportant tous mes soucis. Notre amour n'était pas bruyant ou flashy, mais calme et profond, tout comme Julien lui-même. Il était un architecte brillant mais choisissait une vie de liberté sans restriction, consacrant la plupart de son temps à voyager et créer. Il n'était pas intimidé par mon statut ou ma richesse. Des choses qu'il ne découvrit que bien plus tard. Au contraire, quand il apprit ma véritable identité. Il dit qu'il m'aimait encore plus parce qu'il comprenait que pour arriver où j'étais aujourd'hui, pour m'asseoir fermement dans ce siège de pouvoir, j'avais dû survivre à des tempêtes et une solitude inimaginable. Il m'aimait, mon âme, et chérissait les cicatrices de mon passé. Il disait: ces cicatrices même m'ont fait la personne forte et admirable que je suis aujourd'hui. Il n'essaya jamais de me changer. Il se contentait de rester tranquillement à mes côtés comme un pilier solide de soutien. Un port paisible où je pouvais revenir après les batailles corporatives féroces. Avec lui, pour la première fois depuis des années, je me sentais comme une femme normale. Aimée et protégée inconditionnellement. Je n'avais pas à me forcer à être dur. Je n'avais pas à porter le masque glacial de présidente. Je pouvais pleurer quand j'étais triste, rire quand j'étais heureuse. Et partager chaque pensée et souci avec lui. Il écoutait toujours,
comprenait toujours, et me donnait les conseils les plus sincères. Je lui racontais toute mon histoire, ne cachant rien. Il écouta, ne jugeant rien, me donnant simplement une étreinte serrée et empathique. Il dit qu'il admirait mon courage et qu'il utiliserait son amour pour guérir mes blessures. Combler les vides dans mon âme. Notre amour arriva naturellement et magnifiquement. Comme un ruisseau frais arrosant une âme qui se sentait parfois sèche comme un os. 1 an plus tard, lors d'un voyage à Paris, ma ville préférée. Il me demanda en mariage au sommet de la Tour Eiffel. Exactement au moment où les lumières de la ville s'allumaient. La bague qu'il me donna n'était pas un énorme diamant, mais une bague qu'il avait conçue lui-même. Présentant un saphir bleu profond, la couleur du ciel, de l'océan, de la liberté et de la paix. Il dit qu'il ne pouvait pas me donner plus d'argent ou de pouvoir parce que j'en avais déjà plus. Cassé. Il ne pouvait me donner qu'un amour sincère, une famille chaleureuse. Et un ciel de liberté pour que je puisse être moi-même. J'acceptais à travers des larmes de bonheur. Des larmes qui n'avaient plus un goût amer mais doux d'amour. Notre mariage fut célébré sur une plage romantique. N'étant assisté que par la famille et nos amis les plus proches. Je n'étais plus une mariée orpheline. J'avais Arthur, mon mentor, mon second père, qui me conduisit à l'hôtel et me remit au marié. Ses yeux débordaient d'émotion. J'avais mes amis, les collègues qui avaient été à mes côtés à travers les difficultés. Et surtout, j'avais un homme qui m'aimait et me chérissait vraiment à mes côtés. Le jour de mon mariage, je pris une décision majeure. Je conservais mon poste de présidente du conseil. Mais transmis le rôle de PDG à un autre cadre brillant qu'Arthur et moi avions soigneusement formé. Je voulais plus de temps pour ma famille, pour mon mari et pour nos futurs enfants. J'avais appris à équilibrer travail et bonheur personnel. Après le mariage, je n'abandonnais pas ma carrière, mais je n'étais plus une machine de travail. Julien était toujours mon solide soutien à la maison, soutenant chaque décision que je prenais. Il ne se sentait jamais inférieur au succès de sa femme. Au contraire, il était toujours fier de moi et servait d'inspiration infinie. Nous eûmes 2 enfants ensemble, un garçon et une fille, beaux et adorables. Notre maison, une villa côtière conçue par Julien lui-même, était toujours remplie de rire. J'avais trouvé le bonheur, un bonheur complet et épanouissant. Un bonheur que je pensais autrefois ne jamais pouvoir atteindre. Un bonheur construit sur la base du respect, de la compréhension et d'un amour sincère. En regardant occasionnellement les enfants jouer sur le sable, je repense à mon histoire. J'ai parcouru un si long chemin, survécu à tant de tempêtes, mais je n'ai aucun regret. Ces tempêtes même ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Une femme forte et indépendante qui sait aussi exactement comment aimer et profiter du bonheur. J'ai réalisé qu'une femme ne tire pas sa valeur du fait d'avoir un mari riche, mais de son indépendance, son autonomie et son courage de s'aimer elle-même. Quand on sait chérir et s'aimer soi-même, le vrai bonheur trouvera son chemin vers vous. La vie est toujours juste. Ceux qui sèment le vent récolteront la tempête. Et ceux qui vivent avec bonté, restent forts et n'abandonnent jamais leur foi trouveront finalement le lever du soleil dans leur vie. Mon histoire se termine ici comme un message et un phare d'espoir pour quiconque a enduré ou endure. Encore douleur et malheur dans la vie. Ne vous effondrez jamais. Levez-vous et écrivez votre propre fin heureuse pour l'histoire de votre vie. Chers spectateurs. Ainsi le voyage dramatique d'humiliation ultime au sommet de la gloire d'Éléanore a enfin atteint sa conclusion. Nous avons retenu notre souffle à travers chaque chapitre d'une pièce de vie turbulente. Du cruel éclaboussement de vin rouge sur sa tête à l'appel téléphonique fatidique qui changea tout. Et enfin l'explosion de soulagement lors d'un retournement spectaculaire et satisfaisant. Cette histoire n'est pas seulement un conte satisfaisant de vengeance. Plus profondément, c'est une leçon coûteuse sur la valeur humaine. Le danger de l'arrogance et de l'avidité. Et la force extraordinaire cachée à l'intérieur de chaque femme. Peut-être la première et la plus évidente leçon que cette histoire offre est un avertissement profond sur le respect dans les relations, surtout au sein d'une famille. Les beaux-parents d'Éléanore, une famille apparemment riche et réussie, portaient un état d'esprit hautement toxique.
Il jugeait les gens entièrement sur la richesse matérielle et le statut social. Il regardait Éléanore de haut parce qu'elle était une employée de bas niveau du mauvais côté de la barrière. Il prenait sa nature douce et patiente pour de la faiblesse, croyant qu'elle était destinée à être piétinée. Le vin que Carter versa sur sa tête n'était pas simplement l'acte d'un homme arrogant et ivre. C'était le climax, la culmination de 5 années de mépris et de dédain continu. C'était une humiliation publique de sa dignité, acclamée par toute une famille. Quelle est la leçon ici, dames et messieurs? Ne jugez jamais ni ne traitez quelqu'un en fonction de sa profession, de son passé ou de ses biens. La richesse matérielle ne peut jamais définir la vraie valeur d'un être humain. Une femme de ménage, une ouvrière d'usine ou une employée de bureau. Elles ont tout honneur et respect de soi. Et quand ce respect de soi est piétiné jusqu'à sa limite absolue, leur riposte pourrait bien vous terrifier. Traitez toujours tout le monde avec respect parce que vous ne savez jamais si la personne que vous regardez de haut aujourd'hui pourrait tenir votre destin entre ses mains demain. La chute de Carter et Margaret est aussi une leçon coûteuse concernant l'arrogance et la vanité. Carter, un jeune homme qui venait d'entrer dans un haut poste exécutif, devint immédiatement ivre de pouvoir, se donnant le droit d'humilier les autres. Il oublia qu'il y a toujours plus gros poissons. Il n'aurait jamais pu deviner que la belle-sœur qu'il méprisait était le plus gros poisson de tous. Celle qui pouvait mettre fin à sa carrière d'un seul appel téléphonique. Margaret, une mère qui louait aveuglément son fils, utilisant de l'argent pour corrompre son chemin vers des titres corporatifs, avala finalement une pilule amère. Elle enseigna l'arrogance à son fils mais échoua à lui enseigner l'humilité. Elle lui donna de l'argent mais ne lui donna aucun caractère. Leur destin est un rappel profond à tous les parents. Ne gâtez jamais vos enfants aveuglément. Apprenez-leur à respecter les autres. Apprenez-leur la valeur du travail honnête parce qu'une carrière construite sur un fondement de mensonges et de pots de vin ne durera jamais. Elle peut s'effondrer à tout moment comme un château de sable contre la marée. Mais peut-être le personnage qui nous laisse le plus à réfléchir est Harrison, le mari. Il n'était pas un homme purement mauvais ou méchant. Il aimait vraiment Éléanore autrefois, mais c'était un lâche, un homme faible. Il laissa ses insécurités concernant l'argent et l'influence de sa mère et de son frère éroder son amour. Il n'osa pas se lever pour protéger sa femme, choisissant le silence et devenant même complice de leurs méfaits. Le regret tardif d'Harrison après avoir découvert la véritable identité de sa femme est un détail hautement précieux. Il pleura et supplia, mais pleurait-il parce qu'il l'aimait encore? Ou pleurait-il parce qu'il regrettait de perdre une mine d'or? L'histoire nous montre une vérité brutale. Un amour qui manque du courage de surmonter les préjugés et les pressions n'est jamais un vrai amour. Et un homme qui ne peut pas protéger sa femme à travers une tempête ne mérite pas d'être avec elle. Quand le ciel s'éclaircit. C'est une leçon profonde pour les hommes et les femmes. Hommes, soyez une épaule solide sur laquelle s'appuyer. Utilisez votre courage pour protéger la femme que vous aimez plutôt que de laisser des influences extérieures ébranler vos sentiments. Et femmes, choisissez un homme dont l'amour est assez fort pour rester à vos côtés contre le monde. Pas un lâche qui se cache derrière vous quand les ennuis frappent. Et enfin, la plus grande leçon, la valeur humaine la plus profonde, réside dans le personnage d'Éléanore. Son histoire est un hymne épique à la force cachée des femmes. Pendant 5 ans, elle choisit de cacher son identité, vivant une vie normale et simple. Cela montre que pour elle le bonheur ne se trouvait pas dans l'argent ou le pouvoir mais dans un amour sincère. Elle donna tout, sacrifia tout pour cet amour. Mais quand cet amour fut trahi, quand sa dignité fut piétinée, elle ne se brisa pas. Elle quitta la coquille d'une épouse soumise pour revenir à son vrai moi. Une présidente forte, décisive et immensément puissante. Les actions d'Éléanore n'étaient pas seulement de la vengeance. Elles étaient une déclaration féroce que je peux être douce par amour. Mais ne me prenez jamais pour faible. Je peux être patiente, mais mon endurance a des limites. Et quand ces limites sont brisées, vous affronterez une personne entièrement différente. Le soulèvement d'Éléanore est une source d'inspiration incroyablement puissante pour toutes les
Femmes qui ont enduré ou endurent encore l'injustice dans leur famille et dans la société. Cela nous montre qu'à l'intérieur de chaque femme qui semble fragile se cache une force extraordinaire cachée. Cette force peut venir de l'intellect, du statut, ou simplement du respect de soi et du courage. Ne vous sous-estimez jamais. Ne permettez jamais à quiconque le droit de définir votre valeur. Vous avez le droit de vivre, d'être respecté et d'être vous-même. Si votre vie actuelle ne vous apporte pas le bonheur, ayez le courage de la changer. Si l'homme à vos côtés ne mérite plus votre amour, ayez le courage de le laisser partir. Quand cette porte se ferme, une autre porte, un avenir meilleur et plus brillant vous attend. La fin de l'histoire où Éléanore trouve le bonheur avec un nouvel homme. Un homme qui l'aime pour ce qu'elle est, pas pour son statut, est une conclusion profondément belle. Cela nous montre qu'après la tempête, le vrai bonheur vient à ceux qui le méritent. Ce bonheur ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans la paix d'esprit. Éléanore ne s'est pas noyée dans le pouvoir et la solitude. Elle ouvrit à nouveau son cœur, osa croire à nouveau en l'amour. Et elle trouva un amour mature construit sur la base de la compréhension mutuelle et du respect. Cela apporte un immense espoir. Même si vous avez trébuché, même si vous avez été blessé en amour, ne perdez jamais la foi. Quelque part là-bas, il y a encore quelqu'un qui attend de vous apporter le bonheur que vous méritez. À travers l'histoire d'Éléanore, nous voulons vous envoyer un message profond. La vraie valeur d'une personne ne réside pas dans un compte bancaire ou un titre sur une carte de visite. Elle réside dans le caractère, dans le respect de soi et dans la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent. L'arrogance et le mépris pour les autres mèneront tôt ou tard à une chute. Seule l'humilité, la tolérance et le respect mutuel peuvent construire des relations durables et une vie vraiment heureuse. Vivez comme Éléanore. Vous pouvez être patiente pour l'amour. Mais vous devez aussi être assez forte pour protéger votre propre dignité. Soyez comme une fleur de lotus, poussant dans la boue, mais ne sentant jamais la boue. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vivez. Maintenez toujours votre propre aura et votre valeur. Que pensez-vous du spectaculaire retournement d'Éléanore? Et si vous étiez à la place d'Harrison, auriez-vous le courage de protéger votre femme? Veuillez laisser vos pensées et sentiments dans la section des commentaires ci-dessous afin que nous puissions tous apprendre et nous améliorer ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a apporté des valeurs humaines profondes, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Et surtout, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner.